sujet de la conférence, c'est les bestiaires médiévaux et au-delà, les animaux et la vie au Moyen-Âge. Alors pourquoi les bestiaires médiévaux et au-delà? Eh bien c'est simple, le bestiaire, je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est qu'un bestiaire. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un bestiaire au Moyen-Âge? Un bestiaire médiéval. Là vous avez un livre d'ailleurs qui appartient à la bibliothèque, qui fait pas un très bon résumé, d'ailleurs peut-être au passant parce qu'il part un peu dans tous les sens. En fait un bestiaire c'est un livre savant, d'accord, dans lequel on fait une espèce de typologie des animaux. On les classe, d'accord, et puis les savants médiévaux, évidemment, vu qu'à l'époque, vous savez, on se base surtout sur les textes sacrés, comme la Bible, évidemment, et aussi sur les autorités antiques, comme, là pour le coup, Pline l'Ancien, auteur romain du 1er siècle, qui est mort pendant l'éruption du Vésuve, d'ailleurs à Pompéi, en l'occurrence. Eh bien, Pline l'Ancien, c'est vraiment le texte sur lequel on va se baser et qu'on va reproduire. Et dans les bestiaires, concrètement, on donne une typologie d'animal, et on dit, voilà, l'animal, par exemple, le cerf, ici, parce que vous avez un cheval et un cerf, d'accord? Le cerf qui est à gauche, sur cette estrade, eh bien, le cerf, c'est un animal qui représente, d'accord, dont le comportement représente le Christ. Pourquoi? C'est un animal christique. Eh bien, c'est tout simple parce que le cerf est réputé, depuis Pline, pour être un animal qui sait chasser, qui chasse, qui est fait pour chasser les serpents avec ses doigts. Et évidemment, le serpent, c'est le mâle, donc l'animal qui chasse le mâle, évidemment, est un animal foncièrement christique. Et pareillement, quand il y a un passage dans la Bible où on dit que le cerf va boire à la fontaine, cela représente l'âme qui va boire à l'eau divine, donc qui va accueillir le salut. Bon, ça, donc, quelque part, ces espèces de textes-là sont des textes qui sont réservés à une élite, et une élite généralement cléricale, une élite lettrée par rapport aux illettrés. Les illettrés au Moyen-Âge, c'est quoi? Ce sont les gens qui ne lisent pas le latin. D'accord? Ça veut dire que généralement, ces textes-là, c'est vraiment ces textes-là et ces espèces de conceptions des animaux comme des animaux qui sont des symboles, hein, c'est-à-dire de projeter des symboles sur des animaux, cela reste vraiment l'apanage, d'accord, de petits groupes. Et ce que je vous propose aujourd'hui, enfin ce soir, c'est justement d'aller un peu au-delà de cette histoire symbolique, de ne pas se contenter des symboles. Peut-être autre problème justement quand on va dans le symbole, quand on se contente de dire voilà, les animaux au Moyen-Âge, les gens voyaient quand ils voyaient un animal, ils voyaient du symbole. Hein. Et bien ça pose le premier problème d'ailleurs, c'est de se dire qui disait ça, c'est-à-dire ce type de discours était réservé à un public bien précis. Et le second problème, c'est le problème qu'il y a dans ce bouquin qui est aussi dans votre bibliothèque, qui pour le coup n'est pas très bon, d'accord? Mais non, mais il y a des belles images en même temps. Mais en l'occurrence, le problème de ce bouquin, c'est de dire par exemple que les animaux, d'accord, les gens du Moyen-Âge reprenaient des symboles païens et puis les rechristianisaient, d'accord? Eh bien, c'est faux, c'est beaucoup plus compliqué que ça, d'accord? Donc, ce que je me proposais de faire, justement, c'est d'explorer un peu, justement, le rapport que pouvaient avoir les êtres humains avec les animaux, qui est un rapport complètement différent du nôtre, d'accord? En expliquant ça à travers le symbole que vous pouvez projeter sur l'animal, mais aussi sur un rapport particulier que certains humains entretenaient avec certains animaux. Ça n'a pas l'air clair comme ça, vous allez voir, ça va se clarifier. Ça va se clarifier notamment avec cet exemple-là, mais je ne vais pas en parler tout de suite. D'accord? Je vais commencer très rapidement par parler de la Bible, évidemment. Parce que quand on connaît, évidemment, la base, l'exemple, d'accord, que prenaient les médiévaux pour expliquer leur comportement, quand ils ne savaient pas quoi faire, ils regardaient dans la Bible ou dans les histoires bibliques. Et évidemment, dans la Bible, le rapport entre les humains et les animaux est assez clairement donné dans la Genèse. Dieu crée les animaux, après, au 6e jour, il crée les humains, après, au 7e jour, il va se reposer, il va prendre un apéro, et donc, il crée les animaux. Et ce qui est intéressant dans cette image, c'est une image donc, voilà, qui date d'un livre, d'un bestiaire justement, d'accord, du
XVe siècle, on voit non pas Dieu, mais Adam. Qu'est-ce qu'il fait là? Eh bien, il nomme les animaux. Et là, on est dans un rapport total de subordination. L'humain est au-dessus de l'animal. D'accord? Comment ça se voit dans l'image? Eh bien, c'est très clair. Vous avez à gauche de l'image, mais en fait, en réalité, à droite. D'accord? On est sur la droite, d'accord? Et c'est extrêmement important. À droite de l'image, vous avez donc Adam qui est assis en chair, c'est-à-dire en fait, il est assis de manière surélevée, et il est habillé comme un professeur d'université de l'époque, d'accord? Et il fait, et là, les gestes, la gestuelle au Moyen-Âge est toujours extrêmement importante, notamment dans les images, d'accord? Il fait un geste d'autorité, d'accord? Il a le doigt pointé, et c'est un geste d'autorité, et il désigne un par un les animaux, il les nomme. Et évidemment, nommer les animaux, d'accord, quand on nomme quelque chose, et ça, c'est pas qu'au Moyen-Âge, ça c'est partout, ça c'est Bourdieu qui le dit, quand vous avez des gens, des scientifiques qui nomment, des sociologues qui nomment telle catégorie de la population, etc., et tout, évidemment, c'est un rapport de subordination. Et là, vous avez strictement la même chose. Là, vous avez un humain qui nomme les animaux, et donc qui les classe. Et quelque part, cette activité que fait Adam, c'est aussi ce que font plus tard les auteurs de bestiaires. Ils classent les animaux, ils les nomment, et puis concrètement, ça amène un rapport vertical par rapport aux animaux. L'humain est supérieur aux animaux. C'est un peu comme aujourd'hui. Sauf que, évidemment, c'est plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que des rapports moins verticaux et presque horizontaux avec des animaux, des rapports presque d'égalité entre un humain et un animal, eh bien, on peut en trouver. Avant, je vais faire un petit truc, vous expliquer un petit truc. Il y a c'est un anthropologue, d'accord, qui a travaillé sur les rapports justement humain-animal et sur la rupture nature-culture. Est-ce que vous savez tout ce que c'est, la rupture nature-culture? Nature, ça serait... D'un côté, vous avez la nature, donc c'est en gros tout ce qui est animal, d'accord, tout ce qui est instinctif, d'accord, et la culture, c'est tout ce qui est humain, d'accord. La nature existe, elle préexiste à la culture, mais la culture transcende la nature et elle domine la nature. Ça, c'est ce qu'on pense en Occident depuis le XVIIe siècle. Depuis Descartes, d'accord. Descartes, il dit les animaux sont des machines. Alors que nous, les humains, nous pensons, donc nous sommes, mais pas les animaux. D'accord? Eh bien, ce rapport de subordination qu'on peut trouver quasiment dans cette image, qui existe dans l'esprit aussi des universitaires et des lettrés médiévaux, eh bien, quand cet anthropologue a travaillé, et d'autres, a travaillé notamment sur des tribus amérindiennes d'Amazonie, il s'est aperçu que dans d'autres cultures, dans d'autres endroits du globe, on n'avait pas forcément les mêmes rapports avec les animaux. D'accord? On pouvait, par exemple, considérer les animaux comme des membres de sa famille. Mais attention, pas tous les animaux. Les animaux uniquement proches de soi, proches du territoire ou sur le territoire de la tribu. C'est-à-dire que quelque part, les humains et les animaux qui sont présents sur un autre territoire sont des étrangers au même titre. Ça peut l'air un peu compliqué comme ça. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou c'est pas... D'accord. Eh bien, ça veut dire quelque part, je vous fais un petit schéma. Donc, c'est-à-dire que par exemple, imaginons, là, vous avez une tribu A, d'accord? Il y a les humains et les animaux, d'accord? Ils sont quelque part presque des frères, c'est des membres d'une même famille. Et là, vous allez avoir une tribu B, d'accord? Vous allez avoir des humains et des animaux qui forment un autre ensemble, mais ce ne sont pas les mêmes. D'accord? La rupture n'est plus entre nature et culture, mais elle est autre chose, elle est autre part. La rupture est entre tribus, entre groupes sociaux. D'accord? Eh bien, au Moyen-Âge qui n'a pas encore vu, alors ça, le rapport nature-culture, c'est ce qu'on appelle le naturalisme, d'accord? Pas confondre avec le naturisme, d'accord? Donc le naturalisme, ok, c'est évidemment une manière de dire les humains sont dominants dans la nature. D'accord? Eh bien, ce rapport-là au Moyen-Âge n'est pas triomphant. Il existe chez les universitaires, d'accord? Il existe chez les lettrés, on peut le voir ici, assez nettement, mais par exemple, contre-exemple,
contre-exemple hyper connu. Francesco, François d'Assise, prêchant aux oiseaux. Alors, François d'Assise, donc saint hyper important, figure extrêmement importante donc du Moyen-Âge. Et là, vous avez des textes, alors les vies de François, parce qu'évidemment, quand il y a quelqu'un qui est saint, on écrit assez rapidement sa vie. Alors, ce qui est drôle avec François d'Assise, c'est que vu que c'est un personnage qui a quand même été toujours limite par rapport à l'hérésie, hein, c'est quand même un type qui disait bon, les richesses, faut tout brûler, concrètement, presque, hein, d'accord, hein, mais en l'occurrence, il faisait en même temps partie d'une église voilà, qui était hyper riche, d'accord, donc c'était quelqu'un d'extrêmement limite, et en l'occurrence, en tout cas pour l'église de l'époque, et en l'occurrence, il y a eu des vies qui ont été écrites, notamment une vie officielle qui a été commandée par l'ordre franciscain que François d'Assise avait fondé, mais qui n'a jamais dirigé, d'accord, qui a toujours refusé de diriger. Et donc, la vie officielle, d'accord, quand on a rédigé cette vie officielle, toutes les vies précédentes, tous les textes racontant la vie de François d'Assise ont été détruits. D'accord ? Première chose. Mais ça n'a pas empêché des espèces d'historiettes, des espèces de petites histoires d'être écrites dans des milieux franciscains un peu marginaux, d'accord ? Et ce qu'on appelle les fioretti se sont développés au XIVe siècle. C'est des petites histoires populaires qu'on pouvait raconter, d'accord, par rapport à François. Et dans ces fioretti, vous avez des épisodes extrêmement intéressants que vous voyez. Donc vous allez en voir un ici. Alors j'ai mis la traduction française évidemment parce que les premières fioretti sont en latin, d'accord, et après elles vont être traduites au XIVe siècle en italien, enfin en italien du Nord pour le coup. Mais là vous avez donc cette espèce de prêche aux oiseaux traduite en français actuel, d'accord. Et voilà ce que dit le texte. Dès qu'il commence à prêcher, donc c'est François d'Assise qui arrive, d'accord, il marche dans la plaine et il voit un arbre, il est accompagné par un frère franciscain, et il voit un arbre rempli d'oiseaux, et il se dirige vers l'arbre, et il commence à prêcher aux oiseaux. Et voilà ce que dit le texte. Dès qu'il commença à prêcher, tous les oiseaux se trouvant dans les arbres descendirent auprès de lui, et avec ceux du champ, tous ensemble restèrent immobiles. Saint François dit aux oiseaux, le Créateur vous aime donc beaucoup, qui vous a conféré tant de bienfaits, c'est pourquoi prenez garde, vous mes petits oiseaux, de n'être pas ingrats, mais de toujours avoir soin de louer Dieu. À ces paroles du très Saint-Père, tous les oiseaux commencèrent à ouvrir le bec, déployer les ailes, tendre le cou, incliner la tête avec révérence jusqu'à terre, et montrer par leur chant et mouvement que les paroles qu'avait dit le Saint-Père leur plaisaient, à tous égards. Pareillement, le Saint-Père, à cette vue, exultait merveilleusement en esprit et s'émerveillait de la si grande multitude d'oiseaux et de leur très belle variété, de leur affection et de leur harmonieuse familiarité. C'est pourquoi il louait merveilleusement en eux le Créateur et les invitait doucement à la louange du Christ. Alors si on fait de l'histoire symbolique, le symbole est simple, hein, d'accord ? Saint François c'est un saint, les oiseaux ça représente les fidèles, le peuple, hein, d'accord ? Ça c'est l'histoire symbolique, c'est facile à faire, d'accord ? Mais sauf qu'on va aller un peu plus loin. On va s'intéresser, regardez bien, on va prendre l'image de Giotto. Donc Giotto c'est vraiment le grand peintre italien qui était évidemment florentin et qui a notamment peint ces fresques qui sont assises, je crois. Qu'importe, voilà, en tout cas c'est des fresques du XIVe siècle. Et là vous avez évidemment cette scène avec les oiseaux. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez donc François, regardez bien, le geste que fait François, ce n'est pas un geste d'autorité. Et là, il n'est pas en train de pointer du doigt les oiseaux, il ouvre la main vers eux, d'accord ? Et on voit les oiseaux qui descendent, d'accord ? Dès qu'il commence à prêcher, tous les oiseaux, se trouvant dans l'arbre, descendirent auprès de lui et restèrent immobiles. Donc là, encore une fois, on pourrait se dire, tiens, on est encore dans un rapport de subordination. Le saint prêche, les oiseaux, les animaux descendent. Sauf que, c'est plus compliqué que ça. À ces paroles, donc c'est le saint qui prêche, et il leur dit ce que je dis tout à l'heure, hein, il leur dit des belles paroles et tout. À ces paroles, tous les oiseaux commencèrent à incliner la tête avec révérence et montrer par leur chant et mouvement que les paroles qu'avait dit le Saint-Père leur plaisaient. Leur plaisaient. Ça veut dire que quelque part, le sentiment des bêtes, des oiseaux, est pris en compte dans l'histoire. D'accord ?
Ça veut dire quelque part que si Saint François était un mauvais saint, était un mauvais religieux, n'était pas inspiré par Dieu, les oiseaux, ne seraient pas descendus, et surtout les oiseaux ne montreraient pas leur plaisir. D'accord? Donc, les paroles qu'avait dites le Saint-Père leur plaisaient à tous égards. Pareillement, le Saint-Père, à cette vue, exultait merveilleusement en esprit et s'émerveillait de la si grande multitude d'oiseaux et de leur affection. C'est-à-dire que le saint est content que les oiseaux l'aiment et aiment ses paroles. Ça veut dire que vous avez un rapport qui n'est pas du tout un rapport de subordination, mais un rapport d'échange. Si les oiseaux descendent et s'ils sont contents, cela prouve que François est un saint. S'ils ne le font pas, ça veut dire que François n'est rien. D'accord? Voilà. Et cette histoire-là, qui est une histoire qui était racontée, évidemment, les gens du Moyen-Âge n'étaient pas des imbéciles, d'accord? Mais ils prenaient ça, d'accord, comme... Ils ne savaient pas si c'était vrai ou pas, d'accord? Ils pensaient que c'était certainement vrai. Mais de toute façon, c'est même pas une question de vrai ou pas. Pour eux, c'était une preuve, une simple preuve de la puissance, de l'efficacité de Saint François. Cette efficacité, elle va se voir dans une autre histoire, qui est encore plus intéressante, c'est le loup de Gubbio. D'accord. Alors cette histoire, vous la connaissez peut-être parce qu'elle est présente dans le fameux film de Rossellini, 1950, qui s'appelle Les Fioretti, d'accord, qui est consacré à Saint François, qui est un film absolument magnifique sur François d'Assise. Et en l'occurrence, ça fait partie des films italiens, vous savez, un peu, on va dire, chrétien de gauche, hein, d'accord, ça c'est toute la mouvance néo-réaliste italienne. Évidemment, François d'Assise était quelqu'un qui était dans les années 50-60 en Italie, voilà. Il était même utilisé par une partie de l'extrême gauche. Voilà. Et donc, François d'Assise et le loup de Gubbio. Pareil, le texte, donc c'est les premiers textes qui vont donner les fioretti. Qu'est-ce qui se passe? Il y a dans une ville, Gubbio, un loup qui terrorise les alentours. Et les habitants sont enfermés dans la ville. François arrive et là dit aux habitants, ne vous en faites pas, je vais aller voir le loup, je vais discuter. Et là, les habitants réagissent terrifiés, genre non, ne fais pas ça. Les citoyens, sachant cela, lui disaient, frère François, attention à ne pas franchir les portes, car le loup, qui a déjà dévoré beaucoup d'hommes, te tuera à coup sûr. Alors là, François part à la rencontre du loup et le dompte avec un signe de croix. Si tu donnais l'ordre, donné, de loup qu'il était devenu désormais agneau. Il se coucha aussitôt, la tête inclinée au pied du saint. Là, François lui fait une proposition de paix. Et voilà ce que dit François. Mes frères loups, moi je veux faire la paix entre toi et eux, donc entre toi et la ville, en sorte qu'eux ne soient plus jamais lésés par toi et que, te remettant toute offense passée, ni les chiens ni les hommes ne te poursuivent plus. Le loup accepte. Et voilà ce que dit François. Frère loup, je veux que tu m'engages ta foi, que je puisse croire en toute confiance ce que tu promets. Et ce que dit la fin du texte est intéressant. Comme Saint François avait tendu la main pour recevoir sa foi, le loup aussitôt leva sa patte antérieure droite et la posa gentiment sur la main de Saint François, engageant sa foi par le signe qu'il pouvait. Alors, là, lecture symbolique, d'accord, c'est extrêmement simple. François dompte une bête sauvage. Une bête sauvage en plus qui évidemment, en termes bibliques, et puis en termes même d'histoire naturelle, comme disait Pline, c'est vraiment, le loup, c'est l'incarnation de la bête sauvage, de la bête féroce. Histoire symbolique. Histoire structuraliste, hein, comme pouvait faire Lévi-Strauss, on va se dire, évidemment, là, c'est une manière de parler en fait d'un seigneur local, hein, qui est considéré comme un loup, et que François a réussi à calmer. Ouais, et ben on va aller même encore une fois, moi je propose une autre interprétation, je ne suis pas le seul, hein, mais c'est qu'en fait, regardez bien, cette histoire de mettre sa main dans celle de François d'Assise, évidemment, ça rappelle un autre truc. L'Immixio Manuum. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Eh bien, ce machin, c'est le moment, l'Immixio Manuum, c'est le moment crucial dans un rite féodo-vassalique. Vous savez qu'au Moyen-Âge, on vit dans une cité féodale. D'accord? Ça veut dire que dans une cité féodale, la cité féodale, c'est un lien entre un seigneur et un vassal. Le lien s'établit par un rituel qui
en gros, suit toujours la même logique. Vous avez à la fois une forme, un rite corporel, qui est un rite où les deux parties vont se mettre à égalité, ils vont s'embrasser sur la bouche, hein. Entre hommes, on appelle ça l'usculum, d'accord? On est à égalité, face à face, on s'embrasse. Et puis après, vous avez le vassal, qui fait exactement ce qu'il fait là. Il s'agenouille devant son suzerain. Il fait quoi? Il met sa main dans celle de son suzerain. Limixio manum. On voit là très bien sur l'image. Et en l'occurrence, ce que fait le loup avec François, d'accord, c'est exactement ça. D'accord? Donc là, vous avez un animal qui est considéré comme un vassal par un saint. Et ce qui est intéressant, c'est que l'histoire se termine de la manière suivante, l'histoire du loup de Gubbio. C'est qu'une fois que le loup est devenu le vassal, alors évidemment, vous pensez bien que pour nous, il faut réfléchir pour comprendre ce sens-là. Mais à l'époque, c'est évident pour tout le monde. Hein. Ceux qui connaissent cette histoire, c'est évident que c'est un rite féodo-vassalique. Hein. Même pour des gens du peuple, ils le savent, ça, d'accord, hein. Okay. Eh bien, en l'occurrence, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque François a fini avec le loup et que le loup est devenu son vassal, François ramène le loup dans la ville, devant tout le monde, et il ordonne aux habitants de prêter serment, de respecter le loup jusqu'à la fin de leur jour. Et l'histoire dit que le loup est devenu après un chien et qu'il dormait dans la rue et que tout le monde lui donnait à manger. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que vous avez une ville qui est là-bas, Gubbio, qui à la base respectait Saint François d'Assise, mais ne le prenait pas non plus au sérieux, d'accord? En tout cas, ne le considérait pas comme un saint extraordinaire, d'accord? Et grâce au consentement de l'animal, grâce à la vassalisation d'un animal, grâce au pouvoir de Saint François, eh bien la ville devient acquise à François d'Assise, d'accord? Donc vous avez un espace urbain, d'accord, qui est transformé, d'accord, grâce à un rite de consentement d'un animal. Alors vous allez me dire, c'est bien votre affaire, mais c'est une histoire, d'accord, pour raconter sur un saint. Et je vais vous montrer qu'il y a eu des rituels similaires à Paris, avec des animaux, et avec des rois. Alors pour comprendre ça, je fais une petite pause. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Bon, c'est bon, j'ai pris suffisamment de gâteaux. Alors, pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre ces histoires avec les animaux dans la ville, il faut d'abord comprendre, et c'est là où on va quitter vraiment l'histoire symbolique, il faut comprendre que les animaux, d'accord, sont des bêtes qui vivent dans le monde réel et avec lesquelles on pratique des activités réelles, notamment la chasse. La chasse. Et ce qui est intéressant, c'est que la chasse, et là on va prendre un animal qui est vraiment intéressant, c'est le cerf. Pendant très longtemps, le cerf, notamment chez les Romains, n'était pas considéré comme un animal bon à chasser. Parce que c'était une chasse qui était un peu une chasse de nulos, quoi. C'était un truc qu'on faisait à l'arc, pas grand intérêt. La vraie chasse, c'était la chasse au sanglier, ou la chasse au loup, ou à l'ours, d'accord. Là, l'ours, on y allait à la hache, on était un homme viril, pas de problème, quoi. Ça va avec l'ours, quoi. Et sauf que, bizarrement, au 12e, 11e, 12e, 13e siècle, on commence petit à petit à minimiser l'importance de la chasse au sanglier et de la chasse à l'ours, et à, quelque part, valoriser la chasse au cerf. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et c'est pas pour du symbole, pour le coup. C'est parce que, et là ça va devenir un peu compliqué. Si vous voulez, au Moyen-Âge, je sais qu'on a une image du Moyen-Âge de la cité féodale comme une espèce, vous l'avez tous appris, moi aussi à l'école, vous savez, la pyramide féodale. Hein, je ne sais pas si vous voulez que tout le monde se rappelle ou pas de la pyramide féodale. Bon. La pyramide féodale, vous savez, c'est un... Là, vous savez, il y a le roi, d'accord, là, il y a les ducs,
comtes. Après, on continue. Après, il y aura les barons. D'accord. Puis après, il y aura les chevaliers. Voilà. Bon, voilà. Ça, c'est ce qu'on apprenait. On apprend encore, malheureusement, parfois à l'école. Eh bien, ça, voilà ce qu'il faut faire de ça. Bien, voilà, une société féodale, ça ne marche pas comme ça. Une société féodale, ça marche comme un réseau. Comme un réseau Internet, en fait. Une société féodale, d'accord, vous avez des droits, chaque seigneur va avoir des droits chez un autre seigneur, d'accord. C'est des droits qui sont constamment entremêlés. C'est comme ça une société féodale, hein. C'est pas comme ça, c'est vraiment, vous prenez vos mains et en fait, c'est ça, les droits s'interpénètrent les uns chez les autres. Le problème de ça, c'est que évidemment, les droits ne sont jamais marqués. C'est rare quand vous avez un titre de propriété au Moyen-Âge, ça n'existe quasiment pas. Ce qui fait que pour marquer sa propriété, d'accord, pour marquer son pouvoir sur un endroit et sur des hommes et sur des humains, d'accord, il faut être réactualisé constamment ce pouvoir-là avec des rituels bien précis. Le rituel, ça va être tous les ans, par exemple, les serfs qui vont venir devant leur seigneur et donner un écho à leur seigneur, d'accord, en s'agenouillant, rituel. Mais la chasse aussi, c'est un rituel. Regardez ce texte-là. Ce texte, alors c'est Joseph Morcel qui a un historien qui travaille dessus, qui a trouvé ce texte qui est incroyable. C'est un texte de l'abbé Sugère de Saint-Denis, au début du XIIe siècle, qui avait des problèmes en fait avec les châtelains locaux, notamment dans la forêt d'Yvelines. Il y avait une compétition entre les pouvoirs, entre l'abbaye et les châtelains locaux. Et voilà ce que dit Sugère. Nous avons recouvré le droit de chasse dans la forêt d'Yvelines, sur les terres de Saint-Denis, droit que les châtelains locaux avaient usurpé depuis longtemps. Et pour que la postérité s'en souvienne, nous y sommes allés une semaine entière en compagnie de nos hommes. Habitant sous la tente, tous les jours de la semaine, nous avons fait porter à Saint-Denis, donc dans la ville, à côté de la ville, un grand nombre de cerfs, non par vaine satisfaction, mais pour établir les droits de l'abbaye. Et pour que le fait ne s'oublie pas, nous en avons fait distribuer aux frères infirmes et aux hôtes de l'hostellerie, et en outre aux chevaliers de la vallée. Que fait Sugère? Eh bien, en chassant sur une terre, il établit son pouvoir sur une terre. D'accord? Et c'est là où la chasse au cerf est intéressante, parce que le cerf, c'est un animal divagant, c'est un animal qui va fuir. Et plus on va le suivre loin, plus on va marquer sa présence sur des terres. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Le ours, ça ne bouge pas un ours. Ça ne bouge pas, d'accord. Là, boum, voilà. Et ben, en l'occurrence, le cerf, ça bouge beaucoup, ce qui fait qu'on peut amener un équipage extrêmement loin, y compris dans la terre des autres. Ça devait provoquer des rivalités. Oui, mais en même temps, c'était une pratique courante. Hein. Mais là, de toute façon, Sugère, c'est un abbé, hein. Il était accompagné d'une certaine. Je pense qu'il était. C'était un proche du roi, il devait être accompagné facilement d'une quarantaine de cucus bien armés, hein, d'accord. Hein, voilà. Mais c'est intéressant de voir que vous avez vraiment une espèce de. Voilà, un rituel, d'accord, de chasse. La chasse, c'est un rituel social, d'affirmation sociale, d'affirmation du pouvoir. Et c'est non seulement la chasse qui est ça, mais la consommation. Regardez bien. Parce que Sugère, il prend des bêtes sur une terre où il va établir son pouvoir et il va donner ces bêtes mortes à consommer à des vassaux. Et ces vassaux, en les mangeant, vont quelque part manger la terre. Ils consomment la terre. D'accord, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est, la chasse, c'est pas du tout, parce que pendant très longtemps, on a pensé, on a dit, d'accord, les historiens même très réputés disaient la chasse, c'est un entraînement à la guerre. Non. On ne chasse pas en armure, on ne chasse pas avec les mêmes chevaux qu'avec lesquels on fait la guerre, c'est pas du tout un entraînement pour la guerre. Au pire, c'est un entraînement physique, d'accord, et encore. Vous voyez, et la preuve que c'est pas un entraînement pour la guerre, parce que Sugère, il ne fait pas la guerre. Hein. Par contre, il chasse. D'accord? Mais lui-même, il le dit, je ne chasse pas par vaine satisfaction, mais pour rétablir les droits de la vie. D'accord? Alors vous allez voir, cette histoire de chasse, ça va avoir son importance. Alors, oui, alors là, on va faire une petite parenthèse mouton. Une parenthèse des moutons. La parenthèse des moutons. Alors, et là, je vais vous parler d'un rituel extrêmement important dans les villes. Ça va me permettre, en fait, pourquoi je fais cette parenthèse? Parce que ça me permet d'introduire un rituel extrêmement important. Quand les rois rentraient dans une ville, notamment à partir du XIVe siècle, ça se développe vraiment à partir du XIVe siècle. Quand les rois rentrent dans une ville, ils disent pas genre, salut, ça va, c'est moi, bonjour à tous.
il y a un véritable rituel qui se complexifie au fil du temps, et ce rituel, on appelle ça l'entrée royale. Une entrée royale, d'accord? Et généralement, l'entrée royale, c'est un cortège, d'accord? Le roi et sa suite se forment en cortège, et ce cortège est accueilli à la porte de la ville, où les notables et les seigneurs locaux lui remettent, à partir du XVe siècle, les clés de la ville. Ce rituel, c'est comme le rituel féodo-vassalique, c'est un rituel féodo-vassalique, c'est un rituel de soumission de la ville au roi. C'est quelque part une reproduction de siège, mais pacifique. Le roi arrive avec sa suite armée, d'accord? Et les habitants se soumettent au roi pacifiquement, au lieu de résister. Et ils ouvrent les portes de la ville. Les portes, évidemment, c'est les portes de rempart, d'accord? Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces rituels-là, il y a énormément d'animaux. Et pas là en spectateur. Il y a des animaux qui sont employés, d'accord, de manière active. Par exemple, cette entrée qui a lieu à Mazères. Mazères, c'est au sud de Toulouse, entre Toulouse et Foix, d'accord. Et c'était une entrée, c'est Charles VI qui rentre dans la ville et qui rend visite à Gaston Phébus. Hein, Gaston Phébus, donc comte de Foix. Et voilà ce que dit le texte qui est tiré des chroniques du religieux de Saint-Denis, concernant le règne de Charles VI. Et donc c'est un texte royal, hein, pour le coup. C'est un texte vraiment qui est commandé par le roi. Au moment où le roi approchait de l'importante ville de Mazères, 100 nobles chevaliers et les plus illustres familles vinrent à sa rencontre et lui offrirent des moutons, des bœufs gras et de beaux chevaux portant au cou des sonnettes d'argent. Ces présents furent très agréables au roi, mais la manière étrange dont ils lui furent offerts lui donna sujet de rire et l'égaya beaucoup. C'étaient les chevaliers eux-mêmes qui conduisaient ce bétail, vêtus de souquenilles de paysans et d'habits de bouviers. Ces vêtements grossiers empêchèrent au premier abord de reconnaître leurs nobles conditions, que leur bonne mine aurait pu trahir. Puis ils parurent tout à coup dans la salle du festin avec des instruments de musique, vêtus de manteaux semés de fleurs de lys d'or, et se présentèrent humblement devant le roi qui était à table. Le roi demanda au comte, avec un air de satisfaction, quels étaient ces gens qui venaient d'entrer. Ce sont, dit le comte, vos humbles serviteurs qui sont prêts à exécuter vos ordres et à vous obéir en toutes choses, comme des pâtres et des bouviers à leur maître. Vous avez vu que là, le discours symbolique, il est fort, d'accord? Ça veut dire que quelque part, on assimile le roi à un berger. D'accord? Et évidemment, au Moyen-Âge, c'est pas. Ça a l'air comme ça, c'est un peu comme s'il disait oui, le Premier ministre est un berger aujourd'hui. Ça ne peut rien dire. Mais sauf qu'à l'époque, évidemment, la figure du berger, c'est pas du tout une figure négative. Ça renvoie à qui, d'après vous? À Christ. Bah oui, évidemment. Au pasteur, d'accord, au Christ. Et même avant, vous avez des textes de l'Ancien Testament, je pense à Isaïe notamment, hein, où vous avez des allusions en fait à Dieu qui est le pasteur du troupeau d'Israël. D'accord, hein? Donc évidemment, comparer le roi à un berger, c'est comparer quasiment à une figure christique. D'accord? Et évidemment, si le roi est un berger, c'est-à-dire que le peuple, les gens du dessous, sont des moutons. Alors, ça a l'air, évidemment, aujourd'hui c'est très péjoratif, mais à l'époque, ça n'est pas tant que ça. D'accord, hein? Pourquoi? Regardez bien. Vous avez, alors là, vous avez un très très beau manuscrit qui a été offert à Louis XI, donc fin du XVe siècle. Hein, c'est offert vraiment, c'était fait en 1482, donc c'est vraiment juste à la fin de la vie de Louis XI. Hein, il est mort en 1483. Et ça s'appelle le livre des trois âges, donc de Pierre Chouanet, et qui a été publié, qui a été réédité il n'y a pas très longtemps. Et il y a des très belles, il y a 12 enluminures, d'accord, avec constamment des animaux, et il y en a 4 qui concernent justement cette figure de roi berger. Et voilà donc le roi berger. Alors là, je vous ai mis à côté le texte, parce qu'il y avait un petit texte en dessous dans l'enluminure, hein, une espèce de petit poème. Voilà ce que dit le roi berger. Ce que dit sur le roi berger: une fois l'an, fait bon ses brebis tombantes, en la saison, sans du cuir escorché, donc sans écorcher la peau. D'accord. Car trop souvent, le peu fait morfondre, et sans le cuir, laine ne croît sur chair. D'accord. Alors évidemment, ça veut dire que sans du cuir escorché, hein, j'aurais dû faire prononcer comme à l'époque. Hein. Ça veut dire concrètement, si on tond un mouton trop, d'accord, il ne produit plus de laine. L'allusion, elle est évidente pour Louis XI, parce que c'est quelque chose qui manipule, ce discours-là le manipule depuis longtemps. La tonte, d'accord, du mouton, c'est une allusion à
d'impôts. D'accord? Si on met trop d'impôts, d'accord, sur le peuple, eh bien évidemment, ça donne plus de sous au bout d'un moment. D'accord? Je ne fais pas le dessin. Alors, bon là c'est pas grave, ça passe. Et là ça continue, il y a 4 autres images. Donc, alors, qui son profit entend faire de nous, donc là c'est des moutons qui parlent, il doit avoir pastour sage et habile, donc il doit gérer le troupeau de manière habile, pour séparer d'avec nous sans guide, sans tromperie, les malades et nous garder les loups. Le but du roi, le job du roi, c'est de garder le troupeau. S'il ne le fait pas, c'est pas un bon roi. Et vous voyez, encore une fois, même si on est dans le discours métaphorique, on voit encore qu'il y a une espèce de consentement du troupeau, de l'animal, d'accord à ça. Alors, au fait que le pouvoir du roi est bien fait. Et voilà là, évidemment, sauf que là, par exemple, il peut y avoir des mauvais rois, donc catastrophe, voilà. Là, il y a un mouton qui se fait croquer par un loup, d'accord, et le berger est obligé d'intervenir pour mettre une peignée au loup. Voilà ce que dit le texte. Ce mon chien eusse bien veillé sur le loup, donc si mon chien avait bien veillé sur le loup, jamais il n'eusse ma brebis étranglée, jamais le loup n'aurait tué ma brebis. Or, il l'est tué maintenant, de un seul coup, mais non pourtant, ma brebis est finée. Et malgré que j'ai tué le loup, finalement, ma brebis est morte. Donc ça veut dire que quelque part, c'est une critique du mauvais berger et aussi du mauvais chien. Le chien étant évidemment l'armée, la chevalerie. D'accord? S'il n'y a pas un bon chien, eh bien le troupeau finit mal et finit mal. Comme ça. Voilà. Là, oui, je ne vous dis pas après le texte, hein. Là, vous voyez les moutons qui, au lieu de paître paisiblement, sont alertes et regardent un peu autour d'eux parce qu'ils ont peur que le loup attaque. Vous voyez quelque part, encore une fois, ce discours métaphorique de l'animal est employé par le roi, par des rois. Hein. Et ça, c'est assez courant. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est ce texte-là. Hein, je suis tombé dessus. Alors, je suis tombé dessus par hasard. C'était il y a pas mal d'années. Et c'était le récit d'une entrée royale, celle de 1431. C'est l'entrée de Henri VI. Henri VI, vous ne le connaissez pas, d'accord? Henri VI, c'est le roi de France et d'Angleterre. C'est le fils d'Henri V, d'accord? C'était aussi, en l'occurrence, le petit-fils de Charles VI, roi de France, et c'était lui qui était censé hériter du royaume de France après la mort d'Henri V. Sauf que est entré en jeu Charles VII, qui était le fils de Charles VI et évidemment de Jeanne d'Arc. D'accord? Donc quelque part, Henri VI, c'est l'adversaire de Charles VII et de Jeanne d'Arc. D'accord? Et néanmoins, Henri VI, d'accord? Parce que vous savez qu'en 1431, Paris est aux mains des Anglais et des Bourguignons. Henri VI fait son entrée royale, d'accord, à Paris. C'est une réponse d'ailleurs à... Alors c'est là où ça devient un peu compliqué. En 1429, souvenez-vous bien, Jeanne d'Arc reprend Orléans, en tout cas protège Orléans, bat une partie de l'armée anglo-bourguignonne à Orléans, et puis amène Charles VII être couronné à Reims. D'accord? Ça, c'est l'étape extrêmement symbolique, c'est hyper important pour un roi d'être couronné à Reims. Mais par contre, vu que Paris est toujours aux mains des Anglo-Bourguignons, Charles VII ne peut pas faire son entrée à Paris. C'est-à-dire que Paris est une ville qui est aux mains des Anglo-Bourguignons. Mais c'est une ville dont le pouvoir est disputé, symboliquement. Vous avez deux rois. Henri VI est extrêmement jeune. Néanmoins, on le couronne à Saint-Denis, d'accord? Et en 1431, soit 2 ans après le couronnement de Charles VII, il fait, lui, son entrée à Paris. Et là, vous avez un texte, le texte de cette entrée. Et donc, alors, le texte est extrêmement long, hein, d'accord? Mais il y a ce passage-là, qui, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il y a un truc vraiment bizarre. Et à la fontaine Saint-Innocent, à la fontaine des Saints-Innocents, c'est les Halles. C'est voilà, sur la rue Saint-Denis, c'est les Halles, d'accord? Avoir un bois planté. Il y a un bois qui a été planté, un bois, dans la rue Saint-Denis, avec des arbres. Auquel avoir veneurs et chiens de chasse. Il y avait des veneurs et des chiens de chasse. Et quand le dit roi fut à l'endroit, c'est-à-dire que quand le cortège du roi arrive, puisque le cortège vient de la porte Saint-Denis et descend la rue Saint-Denis, quand il arrive là, commencer à corner et chiens à blêtir. Donc les veneurs commencent à souffler du corps et les chiens à aboyer. Et alors, ça y est, un cerf du bois or. Un cerf sort du bois, tout courant, au travers de la rue devant le dit roi, et les chiens après. Et puis s'en retourna au dit bois, et là,
fut prince, et là il a été capturé. Et à l'entrée du grand pont, et là c'est la suite du texte, là il y a un gros passage, et le texte continue. Et à l'entrée du grand pont, le grand pont c'est évidemment le pont qui traverse, qui mène à l'île de la Cité, présentèrent les bouchers de la ville un cerf, en l'occurrence, ils ne disent pas une cerf tout vif, comme de 8 corps, vêtu et couvert des armes de France et d'Angleterre, et le menèrent depuis jusqu'à l'hôtel des Tournettes. C'est-à-dire que vous avez 2 cerfs. Un qui est présenté au roi et autour duquel on organise une chasse à la Fontaine des Innocents, et un second qui est présenté au roi au Grand Pont, qui est couvert, d'accord, des armes de France et d'Angleterre, c'est-à-dire qu'il est couvert d'une espèce de caparaçon de tissu où il y a les armes de France et d'Angleterre, et qui est emmené après à l'hôtel des Tournettes. Quand j'ai vu ça, c'était pas mal amené, je fais qu'est-ce que c'est que ce délire? Les cerfs, donc pareil, c'est n'importe quoi là. Alors, pas mal d'historiens, enfin pas mal, on n'est pas déguisés à se poser la question. C'était, en tout cas pour le cerf du haut, ils se sont dit c'était un mannequin. Bah moi non, je vous garantis que c'était pas un mannequin. C'est un vrai cerf, d'accord? Et c'est même 2 vrais cerfs qui ont été là, d'accord? Et là, encore une fois, pour expliquer, là, on refait une parenthèse parce qu'on est obligé, parce qu'on dit mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Et bien la première parenthèse, c'est celle-là. La première parenthèse, c'est là, par contre, on va faire un peu de symbole. Le cerf, je vous l'ai dit tout à l'heure, le cerf, c'est un animal christique. C'est un animal christique et c'est aussi un animal qui a son importance dans les vies de saints, dans certaines vies de saints. Vous savez que les vies de saints sont racontées. Et bien notamment, il y a 2 saints qui doivent leur conversion à un cerf. Vous en connaissez un? Saint-Hubert, le beurre, voilà, d'accord. Et Saint-Eustache, voilà. Le premier Saint-Eustache, Saint-Hubert, semble-t-il, c'est une redite de Saint-Eustache. Saint-Eustache, donc vous voyez, là c'est une allusion à Saint-Eustache. Voilà. Là, Saint-Eustache chassait, encore une fois.